Salut à tous et bienvenue dans Objectif Cash Flow pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va rentrer dans le cœur du sujet. On va parler de la recherche de la bonne affaire, de comment trouver la pépite. C'est vraiment là que tout se joue, selon moi, dans un projet immobilier. En fait, une bonne acquisition, bah, ça s'assure 80% du taf déjà fait. Donc, je vais te partager ma méthode concrète pour trouver un bien rentable. Je vais te raconter un petit peu aussi d'histoires de deals que j'ai refusés notamment et qui avaient tout pour plaire. Je vais te parler de Visit of Market et voilà. Avant ça, quelques mots d'introduction pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc moi je m'appelle Loïc, je suis kiné et investisseur immobilier et je documente dans ce podcast mon parcours dans l'investissement immobilier, mes opérations, mes réussites, mes chiffres, mais aussi mes difficultés et mes échecs. Tout cela avec un maximum d'authenticité et de transparence pour que vous puissiez vous aussi profiter de mes expériences et de mes apprentissages. Bien sûr, ce podcast n'est pas là, enfin, ne produit pas de conseils d'investissement, pardon. Il relate simplement mon parcours. Voilà un petit peu pour l'introduction. Donc on y va, comme d'habitude dans ce podcast, il y a toujours une partie actualité avant de rentrer dans le sujet. Donc on y va pour l'actualité. Première actualité, actualité sport. Alors, je vous parle souvent de trail, etc., de mes objectifs. Eh ben, j'ai changé de sport. J'ai commencé un sport absolument incroyable. C'est le meilleur sport du monde. Ça s'appelle le Hyrox. Alors le Hyrox, pour ceux qui connaissent pas, l'épreuve Hyrox, en tout cas la compétition, c'est une alternance entre course à pied et des stations de CrossFit, mais pas les stations comment dire, qui génèrent beaucoup de friction technique, notamment la gym, l'haltéro, tout ça, ça n'existe pas dans l'Hyrox. Grosso modo, c'est 1 kilomètre de course, une station de CrossFit. 1 kilomètre de course, une station de CrossFit. Ça sur 10 tours. Et dans les stations de CrossFit, il y a le rameur, le ski erg, la marche avec des poids, les fentes avec un sac, les burpees avec un saut devant. Faut faire 80 mètres, je crois, comme ça. Et qu'est-ce que j'oublie? Le ski erg et les wall balls. Donc ça, c'est un squat avec une balle qu'on lance à 3 mètres de. Grosso modo, j'en ai peut-être oublié une, mais voilà, c'est ça. Et l'entraînement, bah, l'entraînement, c'est un peu différent, parce qu'il y a du travail de force, il y a la course à pied qui est hyper importante, 60% de l'épreuve. Donc il y a un entraînement de course à pied couplé à un peu un entraînement avec la force et un entraînement ce qu'on appelle sous contrainte. Donc on doit enchaîner de la course avec des exos. Enfin, vraiment, c'est top. J'ai attaqué ça il y a pas longtemps. Et du coup, bah, vu que ça n'existe pas dans la ville où j'habite, et puis qu'on est vraiment trop chaud là avec un pote, du coup on est en train de créer une asso, donc association sportive, on va aller chercher un peu des subventions et tout ça, dans le but justement de créer un club d'aérox, c'est probablement le premier ou un des premiers, en tout cas dans l'Est de la France, donc bon, c'est cool, mais du coup ça m'a rajouté un peu de taf, donc ça explique un petit peu pourquoi aussi j'ai mis un peu de temps à tourner cet épisode. Bon voilà, ça c'était pour la partie, on va dire, un peu sport. Ah bah si, sport en parlant d'Aerox, donc j'ai essayé de m'inscrire à l'Aerox de Paris et l'Aerox d'Amsterdam cette semaine. C'était absolument un scandale. Euh, Inscription à 11 heures. Je crois que je rafraîchis la page à 11 heures et 3 secondes. J'étais 15 millième sur liste d'attente. Non, 21e. 21 millième sur liste d'attente. C'est mon pote qui était 15 millième, mais je crois que lui, il était à, genre, à 11 heures pile, 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 quoi. Donc ouais, absolument abusé. Alors tant mieux pour le sport, c'est super cool que ce sport explose autant. Mais c'est vrai que c'est un peu frustrant pour les pratiquants, parce que bah du coup, là, enfin, on se demande même si on va ne serait-ce réussir qu'à s'inscrire à un. Mais bon, c'est comme ça. En attendant, on s'entraîne. Donc là, hier, j'ai eu ma séance sous contrainte, là. Donc, on a alterné des 800 mètres course avec des stations, donc notamment des burpees, des fentes, etc. Je peux vous dire que je suis un peu démoli, mais vraiment trop cool. Ce week-end, sortie longue, course à pied. Donc moi, dans ma région, en général, je fais des trails en sortie longue, comme ça, c'est un peu plus ludique. Puis on fait ça avec des potes, donc voilà, sortie demain, 18 km, je crois, prévu. Bon, ça, c'est pour le sport. Ensuite, les travaux de l'immeuble, donc l'immeuble actuel. Pour rappel, immeuble de 3 appartements.
on est en train de rénover. L'appartement du bas, il est déjà loué, donc on n'y touche pas. Et les deux autres appartements, on est en train de faire des suites atypiques. Donc je crois que j'ai pas encore donné les thématiques, donc on va profiter de cet épisode pour les donner. Personne n'a trouvé dans les commentaires en tout cas. Donc la première thématique, j'avais donné comme indice que c'était, je crois que j'avais dit que c'était inspiré d'une grande franchise, et je crois que j'avais pas donné d'autres indices. Donc la première suite, ça va être une suite Batman. Si je dis pas de bêtises, on sera les premiers à faire ça, en France en tout cas. Il en existe un petit peu aux États-Unis. Mais voilà, donc suite Batman. On a hâte, ça avance bien là. Le plaquiste est en train de commencer à plaquer, l'électricien a passé ses gaines, euh, le plombier a passé ses tuyaux, tout ça. Donc voilà, ça avance bien, c'est cool. Je pense que ça sera fini pour cet été, donc c'est parfait, c'était l'objectif. Ensuite, donc au premier étage, la thématique, je sais plus ce que j'avais dit en indice. Je crois que j'avais dit que c'était une culture, un truc comme ça. J'ai eu beaucoup de Marrakech en proposition. Je crois que j'ai eu quelqu'un qui était assez près. Ah, je sais plus exactement. Ça fait un petit moment du coup que j'ai reçu le message. Mais personne n'a trouvé non plus. Donc la suite, c'est une suite scandinave. Donc avec, en gros, comment dire, ambiance pays du Nord avec aurore boréale, etc. Donc on est en train de travailler dessus. Je pense que je vous ferai une vidéo YouTube cette fois-ci pour vraiment montrer les visuels, l'avant-après, les travaux quand même qui sont assez lourds, tout ça. J'ai commencé déjà à prendre un petit peu du contenu, donc voilà, dès que ce sera fini. Donc si t'es pas si t'es pas abonné à YouTube, je t'invite à y aller. Je crois que la chaîne s'appelle de la même façon, Loïc Objectif Cashflow. Et donc voilà, reste connecté parce que le podcast est également sur YouTube, mais sur YouTube, il y aura également, je pense, d'autres vidéos. Donc n'hésite pas à y aller. Surtout, bah, les vidéos, il faut que je montre quelque chose de concret à l'écran. Ensuite, pourquoi, c'est bien, je me justifie en même temps, mais pourquoi il n'y a plus trop d'épisodes? Bah, ça a été un peu la sauce au niveau des travaux, on va pas se mentir. Donc c'est toujours comme ça, hein, l'immobilier, les travaux, c'est toujours des hauts, des bas, des moments d'accélération, des moments de décélération. Et donc là, j'ai eu un gros moment d'accélération, donc c'est cool dans le sens où les artisans ont super bien avancé, ils étaient même des fois deux ou trois le même jour à travailler ensemble. Mais bah voilà, il a fallu enchaîner. Donc là, le plombier, il a super bien avancé. Du coup, je vais pas commander tout à fait mon matos, les bâtis supports pour les WC, etc. Donc là, j'ai un peu fait ça aussi en catastrophe ce week-end. Et petit pépin au niveau du plancher du premier, et ben forcément, le bac à douche, il tombe pile poil dans une poutre. Donc une poutre qui quand même soutient le plancher. Bon bah voilà, il faut faire le nécessaire. Donc j'ai rappelé le menuisier qui va venir faire des renforts, etc. Donc en soi, c'est rien de grave, hein, c'est juste bon, on perd un peu de temps, et puis forcément, bah, il y a un petit surcoût qui va être léger, mais un petit surcoût quand même. Donc voilà, ça fait partie des aléas. Sinon, pour l'instant, je crois pas qu'il y ait eu d'autres réelles mauvaises surprises. Non, je pense que c'est bon. Donc ça, c'était pour l'immeuble actuel. Ensuite, l'immeuble en compromis que j'ai dévoilé l'épisode dernier ou l'épisode d'avant, je crois que c'est l'épisode 4. Donc là, j'ai rendez-vous chez le banquier la semaine prochaine. Donc là, je suis en plein sur le dossier bancaire de l'autre immeuble. Alors là, c'est un projet un peu plus ambitieux quand même. Et donc du coup, j'essaie de faire ça vraiment top moumoute pour être bien sexy au niveau des banques. J'ai une possibilité aussi d'éventuellement aller voir un courtier. Je suis encore un peu dans l'hésitation. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais déjà aller voir ma banque principale, leur présenter le projet, voir un petit peu comment ils réagissent. Et en fonction de ça, je verrai si je vais plutôt voir un courtier ou si je vais plutôt voir directement moi les banques. Donc l'avantage d'aller voir les banques, c'est que bah pour moi, il n'y a pas meilleure personne pour présenter son projet que soi-même. Donc théoriquement, je pense que c'est un peu mieux. Par contre, l'avantage du courtier, c'est qu'on économise énormément d'argent. Euh, N'importe quoi. De temps, pardon. Pas d'argent, justement. Parce qu'ils prennent leur com, donc pour moi, on a à peu près les mêmes offres. Donc voilà, à voir. Je pense que ce sera le thème du prochain épisode de podcast. Donc dis-moi si ça t'intéresse. Et puis, bien sûr, si c'est pas fait, j'en profite pour te demander bah,
comment dire, de laisser un avis, 5 étoiles si c'est possible. Ça m'aide, moi, justement, à savoir si le contenu il est pertinent et si je dois continuer dans ce format-là ou si éventuellement je dois changer un petit peu les choses. Ok, alors, bon, un petit coup, et on attaque sur comment trouver une pépite. Donc, comment trouver une pépite, pardon. Moi, quand je cherche un bien, je suis pas du genre à attendre que l'agent immobilier, en gros, il me contacte avec une pépite. Enfin, je pense que c'est vraiment une erreur. Il faut être proactif. Et pour être proactif, enfin, je vais t'expliquer un peu comment je m'organise, enfin, ou surtout comment je me suis organisé au début. Donc, pour commencer, pour moi, il faut se noter des OKR. OKR, c'est Objectif Key Result. Donc, en français, objectif, les clés et les résultats. Donc en objectif, bah, j'ai mis par exemple trouver un bien rentable dans le mois. Il faut que ce soit assez précis, hein, les objectifs. Il faut qu'ils soient. Alors il y a beaucoup, nous en kiné par exemple, j'utilise les objectifs SMART. Donc SMART c'est S comme spécifique, M comme mesurable, A comme atteignable, R comme réaliste et T comme temporel. Donc tu vois, le mien il est même pas tout à fait SMART en vrai. Mais bon voilà, on va quand même prendre l'exemple là. Donc objectif, trouver un bien rentable dans le mois. Les clés, donc là, c'est tous les moyens que tu vas mettre en place. Moi, j'ai mis faire 2 visites par semaine. Bien sûr, si tu peux plus, tu fais plus. Je l'ai déjà dit, je pense, mais je suis kiné libéral et j'ai des horaires de gorée. Donc, franchement, 2 visites, c'est pas mal. Je sais qu'après, ça me met vraiment dans le jus et potentiellement, c'est pas faisable, sachant qu'en plus, en ce moment, j'ai d'autres rendez-vous, notamment avec la banque, et que ça. Ensuite, faire une offre par quinzaine, Jim. Pourquoi faire une offre? Parce que déjà, ça te rend moins tabou le fait de la faire, parce que la première offre, en fait, tu paniques au moment de la faire. Et quand je dis faire une offre, c'est pas faire une offre au prix ou quoi que ce soit. Je pars du principe que si on est un bon investisseur, il y a à peu près une offre sur 10 qui passe, 10%. Pourquoi ça? Bah parce qu'en fait, les offres, elles doivent être agressives. J'en ai déjà parlé dans l'épisode là, de la négociation. Il faut faire des offres agressives et vous avez vu, des fois ça passe, des fois ça passe pas. Des fois on s'en contente, des fois on fait vraiment des belles opérations. Après ça, c'est les chiffres qui vous axent. Mais de principe, moi, ma première offre, elle est toujours hyper agressive. Ensuite, la deuxième étape, c'est de trouver la localisation. Moi, maintenant, j'ai ma localisation, ma stratégie, on va dire, mais vous, si c'est votre premier investissement, il faut trouver la localisation. Alors, pour trouver la localisation, je vous conseille de faire la stratégie de l'escargot. En fait, vous prenez où vous habitez et vous prenez toutes les villes aux alentours qui sont susceptibles d'être intéressantes pour acheter. Alors, pour valider sa localisation, je vous conseille de viser un secteur où le prix du mètre carré, il est pas trop faible, mais pas trop élevé non plus. Je vous explique pourquoi. S'il est trop faible, le prix au mètre carré, la plupart du temps en investissement, pour créer de la valeur et donc créer de la plus-value, il faut faire des travaux, en tout cas, il faut créer d'une manière ou d'une autre, il faut créer de la valeur, diviser un bien, exploiter des mètres carrés qui ne sont pas exploitables, etc. C'est comme ça qu'on crée de la valeur. Et il faut qu'il y ait une dissonance du coup entre le prix au mètre carré et le prix des travaux. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. Si vous achetez dans une ville où le prix au mètre carré est de 1000 euros. 1000 euros au prix du mètre carré, c'est ce que vous vendrez en neuf. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, les travaux, alors peut-être que ça diffère légèrement dans les régions, mais globalement, les travaux, si on veut quelque chose de propre, vraiment fini, on est plutôt autour de 1000, entre 1000 et 1500 euros du mètre carré, suivant la gamme de vos logements. Donc vous vous rendez bien compte que même si vous achetez très très peu cher, même admettons 400 euros du mètre carré, si vous mettez 1000 euros de travaux du mètre carré, enfin, vous êtes à 1400, donc si le prix au mètre carré de votre ville est à 1000 euros, en fait, vous allez déjà avoir une plus-value à vue, enfin une moins-value, du coup pas une plus-value, une moins-value latente. Donc c'est pas forcément une mauvaise stratégie en soi, dans le sens où vous pouvez parier sur le fait que par contre il y a une tension locative et que vous ne vendrez pas le bien, mais vous vous enlevez la possibilité de faire ce qu'on appelle un arbitrage. Donc l'arbitrage, c'est en gros, chaque année, on prend notre patrimoine, tous nos biens, et en fonction des amortissements, de la rentabilité, de comment ça se loue, etc., éventuellement des travaux à prévoir, on peut décider de vendre une partie de notre parc immobilier pour pouvoir réinvestir cette somme, avoir de la trésorerie.
Si vous achetez dans un coin où le prix au mètre carré est très faible, c'est une possibilité que vous enlevez. Donc, il faut être sûr vraiment que le bien est ultra rentable. Moi, je vous conseille pas de le faire en tout cas. Ensuite, il y a les grandes villes où le prix au mètre carré, là, est très très élevé. Donc là, pareil, il faut vraiment bien calculer, parce qu'il faut acheter le mètre carré à un prix très faible pour que même avec les travaux, eh ben, il y ait une discordance entre le prix de revente et le prix d'achat. Il n'y a que comme ça en fait qu'on fait de la plus-value là-dedans. Pour moi, je l'ai dit, hein, trouver une pépite, ça fait 80% du taf. C'est-à-dire que au pire des cas, même si vous estimez un peu mal vos travaux, même si le bien se loue pas exactement comme vous voulez, etc., vu qu'à la revente, vous allez faire une plus-value, vous serez gagnant quoi qu'il arrive. Si vous enlevez cette possibilité, vous prenez un risque. Bon. Alors c'est... Ouais, non, c'est ce que je voulais dire. Si on va parler quand même des très grandes villes, alors je suis pas du tout expert, parce que moi j'investis pas dans les grandes villes, j'investis plutôt dans les villes moyennes, voire assez petites en taille. Mais dans les très grandes villes, donc je pense notamment à la région parisienne, etc., les loyers sont hyper élevés, mais les prix de vente sont hyper élevés aussi. Donc je pense que c'est pas forcément la meilleure stratégie. Après, si vous êtes dans le coin, peut-être que vous pouvez avoir accès à des logements, à des biens qui sont un peu moins chers, etc. Donc vous pouvez probablement quand même faire des bonnes opérations. Il y en a qui arrivent toujours, donc moi, je vous donne des grandes lignes, hein. Je dis pas qu'il faut pas le faire du tout, dans le sens où on peut faire des bonnes opérations partout, selon moi. Mais voilà, c'est plus technique. C'est pour ça que moi, je vise vraiment les villes, on va dire, de moyenne taille, voire petite. C'est pour moi le plus simple. Et puis, accessoirement, c'est des villes aussi où il y a moins d'investisseurs. Donc, c'est vraiment à vous battre sur les deals. Donc ensuite, on va parler sur un peu du concret. Là, on va partir du principe que vous avez trouvé la ville ou les villes, en tout cas, auxquelles vous voulez investir. Ah si, il y a une dernière chose. Encore une fois, c'est pas une règle fixe, mais pour moi, enfin, les premiers biens auxquels vous investissez, vaut mieux les investir dans votre coin, notamment pour le suivi des travaux. Au début, on s'y connaît pas beaucoup, on a besoin de gagner en compétences, etc. Et du coup, c'est bien d'être sur place pour pouvoir un peu plus suivre les travaux et puis les artisans aussi que bah, s'ils vous demandent de passer, etc., vous puissiez passer. C'est pas impossible hein, d'investir, je sais pas, si vous êtes dans le nord, d'investir dans le sud, etc. Mais c'est quand même beaucoup plus compliqué, il va falloir mettre en place de la visio avec les artisans, etc. C'est des choses en général qui génèrent des frictions, donc je trouve vraiment que c'est pas facile. Moi, enfin, en tout cas, je vous conseille vraiment sur les premiers de faire ça plutôt dans votre coin. Ensuite, on y va un peu plus concrètement. Donc, on a la localisation, on a plus ou moins la stratégie. Maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Comment on les trouve, c'est bien. Donc, première étape, les alertes et les outils. Donc, rien de transcendant, hein. Vous allez sur le bon coin, vous allez sur Se Loger, vous allez sur Bien Ici, enfin, il y a plein de sites, vous en ciblez deux trois et vous mettez des alertes un peu génériques que tout le monde va avoir, mais pensez à des mots-clés style rénover, rénovation, succession, division possible, travaux à prévoir, etc., etc., etc. Tout ça, c'est des mots qui doivent vous faire un peu vibrer en tant qu'investisseur, puisque, encore une fois, nous, on vient créer de la valeur. Ensuite, je vous ai parlé des visites. Quand on fait des visites, alors, quand on fait des visites, il faut poser son cerveau, il faut absolument s'enlever toute émotion de la tête, dans le sens où on s'en fout que ce soit beau, on s'en fout que ça vous plaise, on s'en fout que ça vous plaise pas. Au contraire, des fois, si ça vous plaît pas, ça peut être un bon indicateur. Plus c'est moche, plus c'est bon, en général. Oui. Mais oui, donc on pose le cerveau et quand on visite, on regarde plutôt la structure, la toiture, les sols, l'environnement, le potentiel comment dire, locatif, enfin l'attractivité du secteur, etc., etc. J'ai une trame que moi j'utilise pour chaque visite que je remplis. Si vous la voulez, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur Instagram et je te l'enverrai avec plaisir. Je vais pas, je vais pas revenir plus que ça sur les visites, je pense, parce que là on est vraiment sur trouver un bien. On en a déjà parlé un peu la dernière fois des visites. Donc je t'invite à aller réécouter l'épisode si tu veux un peu plus de détails. Ensuite, j'ai mis le réseau et le bouche à oreille. Ça, c'est hyper important. Donc, le réseau, très facile.
Tout le monde me dit, mais comment tu fais pour avoir du réseau avec les agents immobiliers, etc. C'est très très simple. Tu vas commencer par aller dans les 3 à 5 plus grosses agences immobilières de ta ville. Tu les appelles, tu dis, je suis, hop, ta profession est investisseur immobilier, tu te positionnes en tant que professionnel de l'immobilier, même si c'est ton premier bien. C'est pas grave, de toute façon, il n'ira pas vérifier combien t'as de biens, c'est un truc qu'on ne peut pas savoir. Ensuite, tu y vas, tu te présentes, tu essaies d'y aller habillé proprement. Alors moi, je suis contre toutes comment dire, les traditions là, un peu vestimentaires, etc. Mais malheureusement, j'ai beau être contre, dans l'immobilier, c'est hyper important. Donc au début, j'y allais un peu, voilà, pas trop bien habillé, ou souvent avec mon costume de kiné du sport. Mais je me rends compte quand même que c'est important. Tout de suite, le regard de l'agent immobilier, tout ça est un peu différent. Donc sur la première impression, moi je te conseille vraiment de bien t'habiller. Alors je suis pas costard cravate, mais en tout cas propre. Après, quand tu vas faire la visite et tout, c'est un peu moins gênant. Dès qu'il y a eu le premier contact, s'il a vu un peu le sérieux du mec, ça peut le faire. Donc voilà, 3 à 5 plus grosses agences immobilières. Ensuite, tu les appelles toutes les semaines. Parce qu'en fait, tu te doutes bien que tu ne seras pas le premier à faire ça. Si tu veux rester à l'esprit de l'agent immobilier, tu vas toutes les semaines. Enfin, tu l'appelles toutes les semaines. Et voilà, tu t'essayes de, comment dire, d'être sympa, tu prends un peu des nouvelles et tu lui demandes s'il a des biens, qu'il pense à toi, s'il en a pas, etc. Ça, c'est important. Je le dis tout le temps, l'immobilier, c'est de l'humain, donc voilà, faut être sympa et c'est comme ça, comment dire, qu'on noue une relation en fait et qu'on peut après avoir les fameux biens off-market comme tout le monde en veut, donc les biens qui sont pas encore sur le marché. Ensuite, n'hésite pas aussi à parler de tes projets autour de toi. Alors ça, je sais que c'est pas facile au début. Moi, j'ai du mal un peu à le faire au début, mais en fait, c'est super puissant le bouche à oreille. Enfin, les gens ils le disent pas, comment dire. C'est pas une banalité. En fait, c'est vraiment fort. Et donc, ça peut être le voisin, je sais pas, ouais, dans ta profession, tes collègues, ça peut être si tu as des enfants au bord de l'école, etc. Et en fait, alors souvent on a un peu de pudeur par rapport à ça, parce que l'argent en France c'est mal vu, etc. Mais tu peux avoir des deals. Moi j'ai un ami là, il a acheté une petite maison là qu'il est en train de refaire des appartements. Alors, en fait, c'était la grand-mère, je crois, d'un de ses potes, et donc du coup il a eu ça une bouchée de pain. Il est passé directement chez le notaire, il n'y a plus d'agence, ça, donc pas de commission de vente. Enfin, vraiment, ça valait le coup. Et donc voilà, ça, faut travailler un peu son mindset, mais n'aie pas peur d'en parler autour de toi, et des fois, tu pourras avoir vraiment des bonnes surprises. Ensuite, on va parler des faux bons deals. Donc, les faux bons deals, je vais te raconter une anecdote ou deux, où sur le papier, tout était bien, mais en fait, bah, le deal, c'était de la merde. Je t'explique pourquoi. Donc, le premier que j'ai mis, ah oui, j'ai mis T3 dans un bon quartier, affiché à un prix très compétitif, rentabilité brute à 9%, petite copro, et voilà. Enfin, sur le papier, plutôt bien. Il n'y avait pas trop de travaux. C'était de la rénovation, on va dire, entre légère et moyenne, un peu d'homestaging, voilà. J'ai quand même creusé, parce que vraiment, je trouvais un peu bizarre, même sans négocier, je crois que j'étais déjà un peu en dessous du prix de marché. Donc voilà, j'ai creusé, j'ai lu le règlement de la copro. Bon, il y a des clauses de bourgeoisie, je crois que c'était exclusif, c'est un petit doute. Bon voilà, en tout cas, on pouvait pas faire de Airbnb. Bon, après, c'était pas forcément gênant dans mon projet, mais voilà, il fallait quand même l'avoir à l'esprit. Les charges étaient Sarah élevées par contre. Ouais, vraiment, c'était un truc de ouf. Et en fait, bah, en creusant, il y avait des travaux qui ont été votés 2 ans avant, pour rénovation du toit et des crépits. Donc en fait, moi j'allais arriver et je vais aller direct me taper des charges du feu de Dieu à cause de ça. Donc bon, on peut se dire que voilà, sur le long terme, ça aurait été peut-être rentable, etc. Mais là, la rentabilité était à 9%, et moi je trouve pas ça dingue. 9% brut, ça veut dire qu'on est, allez, on a peut-être un tout petit peu de cash flow, mais voilà, on est, on n'est pas loin de tout juste l'autofinancement. Donc voilà, après je vais voir le toit, une énorme infiltration, donc ça veut dire les murs avaient pris, tout ça. L'électricité,
Dans l'appart, elle était pas mal, mais dans les communs, enfin dans le toit, tout ça, je pense que c'était pas tout à fait aux normes. Le DPE était un peu pourri de l'immeuble au global. Voilà. Il y avait un locataire. Locataire, pareil, je demande l'historique, tout ça. Alors ça va, franchement, le propriétaire, il était quand même plutôt. Je pense qu'il voulait s'en débarrasser, en vrai. Il était plutôt honnête, historique de loyer impayé. Alors, soi-disant que le locataire devait partir, mais moi, on n'a pas pu me fournir de documents comme quoi qu'il avait demandé son préavis de ça. Vous commencez à sentir venir le truc ou pas? Donc voilà. L'agent immobilier, pour le coup, je le sentais flou. Le vendeur était plutôt bien, du peu d'échanges que j'ai eu, mais l'agent immobilier, je sentais quand même qu'il y avait des, je sais pas comment dire, un peu des zones d'ombre, tout ça. En plus, c'était un agent immobilier avec qui j'ai jamais bossé. Bon, c'est tout. Je décide de passer mon tour, je le sens pas. Donc quand on le sent pas, on fait pas confiance à son instinct. Mais voilà, je le sens pas, donc je passe mon tour et je pense que j'ai bien fait. Alors, je pense que celui qui trouve vraiment rien, etc., ça pouvait peut-être le faire, mais moi, je l'ai vraiment pas senti. Mais je pense que quand on le sent pas, il faut pas y aller. Donc, attention, moralité, tout ce qui brille n'est pas rentable. Une rentabilité, là, sur le papier, à 9 ou 10%, bah, ça peut paraître sexy. Les travaux, en plus, il n'y en avait pas des masses, donc franchement, il y a moyen de gratter un peu sur le prix des travaux, tout ça. Voilà. Moi, je pense qu'il y aurait eu des mauvaises surprises, en tout cas, sur la copro, tout ça. Il y aurait eu des charges énormes, mais je pense que la rentabilité aurait été compliquée. Même si les charges, encore une fois, on les fait payer en partie aux locataires, tout ça. Je pense que c'était pas le deal pour moi, en tout cas. Deuxième expérience. Là, c'est l'inverse. Donc, je reçois un appel d'un agent avec qui j'ai déjà fait des visites. J'ai jamais conclu de deal avec lui, mais j'avais fait des visites. Et il me dit, j'ai un truc à te montrer, donc pas encore en ligne, le fameux bien offshore que tout le monde. Donc, je tout, là, je me dis putain, trop cool et tout ça. Il me dit par contre, c'est quand même un beau projet, donc voilà, un immeuble, bon, le quartier, pas de problème. Alors l'annonceur, a priori, il voulait pas que ça traîne. C'est tout. Bon, je lui dis, bah, ok, on va visiter demain. Hop, on visite demain. Immeuble, voilà, classique, façade pas dégueu, tout ça. Je sais plus combien d'appartements, une dizaine d'appartements, je crois. Des combles aménageables, je pouvais même en refaire si je voulais. Enfin, il y avait du potentiel, des garages en plus à côté loués. Mais bon, je regarde au niveau cadastral, division, non, enfin, faite un peu à la ZOB il y a quelques années, donc je vois bien qu'il faut repasser le géomètre, tout ça. Donc hop, déjà, bim, un petit chèque géomètre. Euh, Ensuite, comment dire, immeuble voisin à la mitoyen, procédure en cours. euh, j'ai- voilà, une partie à démolir, etc. Enfin, je savais pas trop et apparemment ça concernait le cadastre, voilà. Donc, toi, de nouveau, un peu chiant. Donc c'est tout. Moi, j'ai demandé au notaire de creuser, etc. Et le notaire, il m'a dit, ça va mettre un peu de temps, etc. Le problème, c'est que si tu achètes maintenant avec ton différé de crédit, voilà, tu risques de bouffer ton différé là-dessus. Donc, il dit, il y a des autorisations à avoir sur les travaux d'une partie de l'immeuble. Donc voilà. Et ça, c'est un truc qu'il faut vraiment faire attention. Donc ouais, j'ai pas été sur ce deal. Alors, c'est pas une histoire du cadastre et tout, hein. Attention, le cadastre, ça m'est arrivé sur mon premier immeuble, là, celui qu'on rénove en ce moment. C'est pas un souci, hein, le cadastre, là, comment dire, on a payé le géomètre, il a refait le cadastre et pas de souci. Mais par contre, quand il y a des délais et des autorisations pour les travaux administratifs en France, on sait très bien le temps que ça peut prendre. Et le temps, c'est de l'argent en immobilier. Quand on fait un différé, c'est pour faire de la trésorerie. Donc, si le différé sert juste à combler de la comment dire, non-réactivité administrative, et ben en fait, enfin, pour moi, c'est une énorme erreur. Le différé en immobilier, c'est un outil incroyable et il faut vraiment l'optimiser. Pour moi, le différé sert à deux choses. C'est soit rembourser son apport, ou soit se créer une trésorerie, quand même. Parce qu'il y a des techniques pour ne jamais mettre d'apport. J'en parlerai dans un autre podcast d'ailleurs. Je vous en parlerai dès que mon dossier là il sera passé. Je pense que je vous donnerai ma technique pour ne jamais mettre d'apport dans mes biens immobiliers. Dites-moi si ça vous intéresse. Ensuite, j'ai relevé trois pièges à éviter. Les trois pièges, selon moi,
surtout pour les premières opérations. Le premier, il faut avoir une bonne estimation des travaux. Donc les pièges, en gros, c'est la mauvaise estimation des travaux. Alors ça vient avec le temps. Et pour moi, la façon la plus simple d'éviter ça, c'est quitte à ce que le deal nous passe devant, il faut prendre le temps de faire venir des artisans, faire des devis. C'est la meilleure façon. Au début, il y a plein de trucs qu'on sous-estime, qu'on pense que ça va être une bricole, etc. Mais en fait, ça chiffre très très vite. Bon, l'artisanat, c'est un truc de fou. En France, les entreprises, elles sont hyper taxées. Un artisan, pour se mettre un euro dans sa poche, il faut quasiment qu'il en facture, on va dire 3 ou 4. Donc en fait, ça va super vite. Donc ouais, pas sous-estimer ça. Vraiment les travaux. Et en plus, c'est très technique. Ça, c'est vraiment avec l'expérience. Ensuite, le deuxième piège, c'est ne pas négocier un bien déjà rentable. En fait, des fois, on a des biens, c'est incroyable, hein. Alors là, tout le monde les veut, forcément. On a des biens ultra rentables sans négocier. Et ben, pour moi, c'est une erreur de faire une offre au prix. Il faut toujours faire une offre en dessous quand même. Et la dernière, je crois que j'ai noté, c'est ne pas acheter avec l'émotion. J'en ai un petit peu parlé avant, mais ne pas donner d'offre immédiate. Donc, quand tu fais une visite, tu dis à l'agent immobilier que tu leur contactes dans la journée. Et toi, tu prends minimum 1 heure pour faire tes calculs et redescendre en émotion. Parce qu'il y a des fois, il y a des biens, ils sont beaux et tout ça, tu as vraiment envie de les avoir, mais tu es un investisseur immobilier, donc tu t'en fous. Il n'y a que les chiffres qui parlent. Ensuite, je vais te donner en fait les conseils que j'aurais aimé avoir pour l'achat de mon premier bien. Donc, niveau travaux, premier conseil, c'est éviter les lots toiture et maçonnerie. Les lots toiture et maçonnerie, c'est du gros œuvre. Donc déjà, difficile à évaluer, sauf si c'est du métier. Et en plus de ça, c'est des lots qui créent des surprises après sur les lots suivants. Typiquement, le mur qui est, je sais pas quoi, pas droit, pas machin, que le plaquiste doit refaire un truc, etc. Ben en fait, ça, c'est des frais supplémentaires. Mais ça, c'est dû à la maçonnerie. Et ça, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vraiment, sur les lots là, en fait, tu es obligé de prévoir une marge, qu'il y a toujours, toujours des mauvaises surprises. Alors, c'est pas forcément des énormes mauvaises surprises, mais il y a toujours des mauvaises surprises. Donc voilà, moi je conseille d'éviter ça. Et deuxièmement, donc le lot toiture. Pourquoi le lot toiture? Parce que la toiture, c'est hyper long. Et donc, encore une fois, dans ta stratégie avec ton différé de crédit, eh ben, tu vas déjà rogner un gros morceau de ton différé. Donc, c'est vraiment dommage. Ensuite, mon deuxième conseil, faites preuve d'imagination. La façon la plus simple de créer une plus-value, c'est de créer des mètres carrés. Et en fait, si on se bride à des logements un peu classiques et qu'on réfléchit pas un peu, comment dire, global, par exemple, utiliser une cave pour faire des boxes de stockage, utiliser un grenier, aménager des combles, etc. Alors, les combles aménageables, on va dire, c'est un peu plus logique, mais voilà. Par exemple, s'il y a de la hauteur sur plafond, créer une mezzanine. En fait, le calcul est hyper simple. Euh, il y a 1 mètre carré, il vaut par exemple 2 000 € dans la ville que tu cibles. Si tu crées une mezzanine ou un grenier de 20 mètres carrés que tu l'aménages, et ben en fait, tu fais une plus-value de 40 000 € direct déjà. Parce que 2 000 € fois 20 mètres carrés, 40 000 €. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs sur le premier immeuble là, que je suis en train de rénover. On a récupéré un grenier de 9 mètres carrés. 9 mètres carrés fois 2 000 €, 18 000 € de plus-value directe sur l'immeuble. Ensuite, il ne faut pas rester bridé sur une stratégie. Il faut être imaginatif. En fait, pour faire les plus grosses, comment dire, les plus grosses opérations selon moi, il faut voir ce que les autres ne voient pas. Typiquement, euh, un gros T3 que tu changes en 2 T2, pour commun des mortels, ça va pas forcément lui sauter aux yeux. Il faut vraiment voilà, être imaginatif, utiliser tous les volumes, voilà, voir un peu gros même s'il faut. Et le dernier conseil que j'ai à te donner, c'est d'éviter les studios ou les petites surfaces. Alors, à part peut-être à Paris, je sais qu'il y a un business là sur les studettes, tout ça. Mais bon, ça, je pourrais pas t'en parler parce que c'est pas du tout mon secteur. Mais sinon, globalement, c'est montrer qu'en France, les studios, voire les petites surfaces, c'est le moins rentable pour les investisseurs. Alors après, probablement aussi parce que il y a plein d'investisseurs enfin investisseurs entre guillemets, mais des gens qui achètent des studios pour leurs enfants, etc. Et du coup, qui n'ont pas les mêmes stratégies. Ça, c'est possible.
Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Euh, donc tu vois que pour trouver une bonne affaire, bah c'est pas juste de la chance, hein, il y a quand même une méthode. Alors il y a de l'intuition, j'en ai parlé avant, hein, c'est important. Mais il y a aussi de l'expérience et vraiment bouffe des visites. Moi j'ai fait que ça, que ça, que ça au début. Je bouffais des visites, des visites, des visites. Il y a des trucs à la seconde où je rentrais et je savais que j'allais pas acheter. Mais je faisais quand même ma visite type où je demandais la taxe foncière, les travaux à prévoir, est-ce que les fenêtres c'est du double vitrage, que des choses comme ça. Les questions qui doivent être un peu automatiques pour toi. Et c'est comme ça en fait, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et c'est en faisant des visites qu'on devient bon en visite. Donc, je t'invite à prendre ton téléphone, appeler tes trois agents immobiliers, enfin, les trois plus grosses agences immobilières de ta région, et de commencer les visites la semaine prochaine. Si cet épisode t'a plu, abonne-toi au podcast, laisse une note 5 étoiles, et n'hésite pas à le partager autour de toi si tu as un ami par exemple qui est intéressé par l'investissement immobilier. On se retrouve très vite pour le prochain épisode. Allez, à plus.